Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le débrief, une semaine sur deux avec David Ordonneau, le réalisateur, journaliste et producteur de ce podcast. On revient sur l'interview de la semaine d'avant pour en tirer les grandes lignes, les enseignements aussi et ce qui nous a fait réagir, ce qui vous a fait également réagir. Salut David. Salut Lucille. Ça va ? Ouais. T'as vu cette intro improvisée ? Parfait, one shot, tout droit. Elle est parfaite. et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a relevées parce qu'il est dense. Il était long, il était exigeant cet épisode. Et très élégant, malgré tout. Non, tout mais... comme son livre d'ailleurs. Ah non, mais alors là, cette manière de s'exprimer et de formuler sa pensée, on adore ça, quoi. On rentre dans les petites notes. Allez. J'ai quand même 30 pages de documents. 30 pages de notes. Non, c'est la transcription. C'est la transcription, mais il y a beaucoup d'éléments. Il a commencé par dire une phrase qui m'a, moi, habité pendant tout votre entretien. C'est que les sociétés construisent le corps. Et j'ai pas entendu tout de suite la chose comme il voulait le penser, mais c'est vrai que le groupe, la société, ce qu'on attend, l'image qu'on cherche à donner ou celle que les gens attendent de nous, eh bien, elle dicte un petit peu notre façon et notre rapport au physique. C'est vrai que c'était assez étonnant et aussi de voir comment cette construction du corps et finalement cette pression plus ou moins sociale du corps a toujours existé au fil des âges. Moi, c'est ça que j'ai vraiment retenu de cet entretien, c'est que c'est pas que aujourd'hui, en ce moment, parce qu'il y a les réseaux sociaux, Kim Kardashian ou quoi ou qu'est-ce, qui nous foutent une pression sur notre apparence physique. En réalité, elle a toujours existé, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que une ou deux fois avec mes enfants, on était allés voir des expos sur les hommes préhistoriques, les représentations aussi des corps. Et on voit très bien que même vraiment dans leur grotte, les hommes préhistoriques sculptaient déjà des corps de femmes, des corps d'hommes. Ouais. Il y avait déjà un rapport au physique et à l'image. Complètement, à la fertilité, etc. Donc ça a quand même toujours été propre à l'être humain, à l'homo sapiens, de s'intéresser finalement à ce que le corps dit de nous. Et oui, et moi ça m'a troublé parce que la société, le groupe qui construit le corps, ça m'étonne parce que pour moi le corps c'est l'outil premier individuel qui t'appartient. Et d'ailleurs, il a cette punchline juste après qui en découle un petit peu. Les limites du monde sont les limites de notre corps, et quand le monde nous échappe, quand on est mal dans sa peau, mal dans sa vie, et c'est particulièrement le cas des adolescents qui sont dans les conduites à risque, on s'agrippe à son corps et on essaie de contrôler au moins quelque chose de son corps, à défaut de contrôler quelque chose de sa vie. J'adore. À défaut de contrôler sa vie, on contrôle au moins son corps. Ouais, alors ça fait un peu flipper et en même temps c'est rassurant. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est un peu les deux. Moi aussi ça m'a un peu perturbée et j'ai l'impression d'être complètement inclus là-dedans. Moi je trouve ça hyper rassurant. Voilà, toi tu trouves ça rassurant, moi je trouve ça plus inquiétant. Mais c'est étonnant parce que toi en plus c'est ton terrain de jeu, Oui, mais en fait finalement j'ai l'impression de rentrer dans la roue du hamster et tu vois d'être un pion parmi les pions en entendant ça parce que j'ai l'impression d'être complètement dedans, quoi. Ah oui, mais en même temps je trouve qu'à un moment de vie, en tout cas moi je me dis qu'on contrôle tellement peu de choses que se dire qu'au moins il est un terrain sur lequel on peut agir positivement et qu'on peut maîtriser, putain, ça me rassure de ouf, parce que j'ai l'impression peut-être que c'est contextuel, mais qu'on ne maîtrise pas grand-chose par ailleurs. Ça c'est sûr. Voilà, et ça... Moi, ce que j'ai bien aimé au final, en y réfléchissant quand même à cette phrase, c'est que finalement, le corps, on le contrôle pas vraiment. Au bout d'un moment, voilà, il faut quand même aussi accepter que parfois on se blesse, etc. On a aussi notre génétique. Tu vois, moi, par exemple, j'essaie vraiment de progresser en cardio. Je sens quand même que, voilà, je sais pas si c'est vrai, mais ouais, j'ai pas un cœur de champion du monde. J'aurais bien aimé, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Mais finalement, ce que je trouve, c'est que plus on pousse dans le sport, plus on arrive à contrôler son mental. Parce qu'en fait, finalement, 90% de l'effort, il est mental. Et en fait, en arrivant à toucher du doigt son mental, ou en tout cas comment est-ce qu'on peut mieux l'apprécier, le contrôler ou l'aider, et plus on arrive à contrôler sa vie. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on revient finalement dans la roue. Mais ça passe par le corps, tu vois. Et ça passe par le corps, et ça passe par le corps un peu à l'extrême. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas te chercher très loin dans le cardio, ça peut être la muscu, ou dans le yoga, ou dans les étirements ou quoi, mais quand tu vas chercher un peu plus loin que ta zone de confort dans le sport, tu vas chercher un peu de mental, et c'est là en fait qu'il se passe des choses sur ta vie. Et c'est un truc déclencheur donc qui passe par le corps, comme tu le dis, et lui, il en parle par exemple sur des moments de crise. Tu vois, il parle de l'adolescence et dit finalement dans des moments où ça tangue un peu dans la vie,
travailler avec son corps, enfin utiliser son corps, finalement, c'est reprendre de la prise sur tout le reste. C'est ce que tu dis en fait. En passant par le corps, souvent on peut se rééquilibrer quoi. C'est ça. Alors malheureusement, ça peut aussi passer par le corps différemment, avec l'usage de drogue, d'alcool, oui, voilà, il en parle des aussi, tatouages à outrance, des scarifications. Je parlais du sport et de l'exercice physique, moi, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même en parler. Et d'ailleurs, à tous les parents qui nous écoutent et qui ont des ados, alors je me mets dedans, l'adolescence, c'est un des moments d'arrêt de sport fatidique en fait pour les enfants. Il faut vraiment un peu les pousser au cul pour qu'ils continuent. Et il faut pas arrêter de dire toujours non, faut quand même faire ses devoirs et tout ça. C'est pas grave si les enfants font pas tous leurs devoirs. Il vaut mieux qu'ils fassent leurs activités extrascolaires. Boum, je le dis en connaissance de cause, ouais. Je suis d'accord. J'en suis pas encore dans ces considérations et dans ces trucs avec mes enfants, mais je suis plus sûr de théâtre, de piano, de guitare, de ce qu'ils aiment. Et c'est pas grave s'ils ont pas fait tous leurs devoirs. Ok, c'est dit. Je suis d'accord. Je signe. Je co-signe. Évidemment, après, il a parlé de la société du spectacle, du fait qu'il soit important d'imposer un look, de travailler son image. Il faut avoir l'air. Et il a dit quelque chose qui n'a surpris personne et pas nous, certainement, parce qu'on l'entend souvent, c'est la différence entre hommes et femmes. Une femme existe, la valeur d'une femme dans nos sociétés, très genrées, c'est effectivement sa valeur de séduction, alors que l'homme, finalement, va être davantage jugé sur sa réussite sociale, sur son pouvoir, etc. Ce qui est fou, c'est que en fait, on entend toujours ce même discours au fil de nos interviews, que ce soit Fiona Schmidt ou David Le Breton ou d'autres. Tout terrain confondu. Tout à fait. Même Perla Servan-Schreiber qui nous parlait aussi de ça, de elle finalement, elle voulait séduire son conjoint, son mari tous les matins quand elle descendait. Et donc en fait, ça traverse les âges, cette considération de la séduction pour les femmes, la réussite sociale pour les hommes. Est-ce que finalement, il faut s'en sortir ou pas ? Tu vois, il y a aussi ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de combattre ? En tout cas, ce qui est dingue, c'est que quel que soit le spécialiste que tu rencontres, quel que soit le terrain de son expertise, quand on parle de longévité et du fait de comment on se regarde avancer dans le temps et tout ça, et à chaque fois on se retombe sur ce truc du fait qu'on ramène toujours les femmes à des trucs différents déjà des hommes, et puis souvent moins valorisants, plus superficiels, plus en surface. Mais au final, pourquoi est-ce que c'est moins valorisant, superficiel ? Pourquoi ? Peut-être que ça l'est pas, en fait. Non, mais évidemment... Je sais pas, j'interroge. Non, mais bien sûr, la séduction est un truc important et tout ça, mais je veux dire, c'est quand même moins... Ça couvre des sujets qui sont moins profonds que la réussite. La réussite, c'est quoi ? C'est l'accomplissement de soi, c'est construire des choses, c'est entreprendre, c'est... Évidemment, l'apparence, c'est quelque chose d'important, mais bon... Et surtout que l'apparence, elle évolue dans le temps, alors que souvent négativement, alors que la réussite sociale elle peut continuer à perdurer et Exactement. À fleurir. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu déséquilibré cette affaire, quoi. On n'en est pas encore là, on n'a pas encore vraiment progressé depuis des siècles et des siècles, donc ouais. Mais c'est à l'heure où la parole se libère et tout ça, et où effectivement on cherche la parité partout, et c'est très bien. C'est édifiant de mesurer, alors que c'est une évidence et on l'entend partout, mais c'est quand même édifiant de mesurer la profondeur de ce constat, à quel point ce déséquilibre il est ancré. Moi, c'est un sujet qui me parle et auquel je suis confronté chaque jour, et pourtant, chaque fois qu'on retombe sur un épisode, je me dis putain, c'est quand même dingue, c'est partout, quoi. Ouais. On n'est pas sorti de cette auberge. Non, mais c'est bien de s'en rendre compte et du coup d'œuvrer surtout dans l'éducation de nos enfants et ce qu'on veut faire passer en société, de vraiment ancrer de mettre la graine dans la tête de nos enfants, parce que tout ça, c'est que des valeurs culturelles et du lavage de cerveau depuis l'enfance. C'est pour ça que c'est bien qu'on remette le doigt dessus, là. Voilà. Regraine. Replanter des autres graines chez vos enfants. C'est ça. Une chose qu'il a dit ensuite et pour laquelle peut-être que cette fois le genre n'a pas d'importance, c'est la façon dont on se regarde vieillir. Quand on vieillit, et plus on vieillit, plus on se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce corps qui n'est pas vraiment le sien. Et c'est vécu tragiquement par bon nombre d'hommes ou de femmes. Et c'est ça le problème du vieillissement, mais du grand âge plutôt. Le fait de ne plus du tout se reconnaître dans le visage qu'on offre à son miroir, de ne plus se reconnaître dans le jugement des autres. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est plutôt à la fin du coup de l'épisode, il dit « Moi aussi, ça m'est arrivé en fait de ne pas me reconnaître dans le miroir. Et quand j'ai réécouté l'épisode, je me suis dit « Bien, j'aurais dû lui demander, alors comment vous faites ?» Et je lui ai pas demandé, c'est bête. Mais oui, ma grand-mère me le disait souvent ça, c'est qui celle-là dans le miroir, elle disait. Ah ouais, en parlant d'elle-même. C'est qui celle-là ?
C'est fou. Moi, c'est un truc qui m'a étonné parce que je me pose pas cette question. Parce que je suis peut-être pas encore assez vieux, mais je trouve ça fou parce que lui, il dit, plus on vieillit, plus on se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce corps. C'est-à-dire qu'il y a une distanciation qui s'opère entre ce qu'on ressent de soi, ce qu'on pense être nous, et notre apparence, notre enveloppe, la machine corporelle, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que certaines personnes font appel à la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, les cosmétiques, parce qu'en fait, elles ne ressentent pas à l'intérieur ce qu'elles envoient comme image à l'extérieur. Ouais. Elles se disent que l'extérieur ne suit pas et que il faudrait que ce soit un peu plus pimpé parce qu'on se sent souvent plus jeune que dans la tête que et ce dans qu'on le est. corps, que ce qu'on renvoie Ouais. physiquement comme image. Mais c'est fou qu'avec le temps, il y ait cette dissociation qui s'opère entre ce qu'on est et ce qu'on voit de soi-même, quoi. Ouais. C'est aussi, je pense, encore une fois, une image un peu perçue de la société. C'est-à-dire que quand tu vois des personnes plus âgées, ridées et tout ça, tu t'en fais une image de personnes fatiguées, moins capables physiquement. Donc en fait, c'est encore une fois toute une image de projection de la société sur cette apparence physique qu'il faudrait un peu revisiter. Ouais, aussi, effectivement. Mais moi, tu vois, à mon âge, donc on a à peu près le même, je me dis, putain, j'espère qu'en vieillissant, je vais pas ressentir ce truc. Moi, mon image me convient, je ne m'en plains ni ne m'en félicite. Mais ce sentiment, j'espère ne jamais l'éprouver, quoi. Et ben moi, je le travaille énormément parce que... Alors, comment toi tu fais pour le coup? Puisque lui, on sait pas, et je sais pas s'il le travaille. Ouais, en tout alors, cas. moi, personnellement, je m'oblige à chercher me de la kiffer. performance physique. Ah, Ouais, donc en fait, là, tu vois, je suis en train de préparer un 10 km. J'ai vraiment envie de le courir en 45 minutes, même moins. Et en fait, je vais essayer d'aller continuer à progresser. Et en fait, c'est comme ça que moi, personnellement, je dis pas que c'est bien, hein, je dis que personnellement, c'est comme ça que je fais face, tu vois, au fait que physiquement, voilà, je sois moins jeune que ce que j'en ai dans le corps. Et ben du coup, j'ai envie de montrer que performance physique suivent. Même si l'apparence ne suit pas. Tu vois ce que je veux dire? tu continues à en demander à ton corps, en fait. Ouais. Tu continues à le solliciter pour qu'il te prouve et que tu te dises, t'es encore là, quoi. Je suis encore dans le game. Oui, alors c'est pas forcément Parce pour qu'après, il y a prouver une notion aux autres, c'est plus C'est pour pour toi, moi, c'est pour toi, en fait. bien sûr. Parce que les autres, je m'en fous. De toute façon, courir 10 km en 45 minutes, en vrai, c'est pas ouf. Mais pour moi, ça l'est. Ouais, mais tu parles pas d'apparence. Lui, il y avait aussi ça. Il y avait aussi qu'est-ce que c'est que ce reflet que j'ai dans le miroir. Ça, c'est dur de dealer avec ça. Ouais, je pense que peut-être que voilà, à 40 ans, on n'en est pas encore là, en fait. Non, mais j'espère. Enfin non, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Mais du coup, il y a une petite appréhension, quoi. Moi, je le travaille quand même, hein, tu vois. Enfin, c'est sûr que quand même, pour les femmes, dès 30 ans, tu as plus de cellulite, tu vois très bien, ta qualité de peau est pas la même, donc ça se bosse beaucoup avec Chez la les mecs aussi. musculation. Hein. Chez les mecs aussi. Plus de cellulite chez les mecs aussi? Non, alors, cellulite, je dirais pas ça, mais il peut y avoir des trucs de peau où tu dis putain, merde, je suis plus le même. Ouais. Ça se bosse avec la musculation, particulièrement chez les hommes. Musculation chargée. Chez les femmes aussi, d'ailleurs. Je note. Il est remonté aussi dans l'histoire du rapport au corps et il a parlé des anatomistes, hein, de ceux qui ont commencé à s'intéresser au corps, à sa structure et à la manière dont il est articulé. Et il a cité une phrase de distanciation entre justement l'âme et le corps qui est assez intéressante. Marguerite Yourcenar a cette phrase programmatique. Elle dit « Ils se penchèrent sur ce corps qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. » C'est marrant de retourner dans l'histoire et de se dire qu'à un moment, effectivement, on était capable de dire il y a la personne, entre guillemets l'âme, et il y a la machine. C'est une vraie évolution de perception et moi c'est ce que je découvre avec ton podcast, c'est qu'il y a plein de moments où on a envisagé le corps, la vie, le temps différemment. Et là, à l'époque qu'il décrit, il y a la machine comme si c'était une voiture et l'âme comme si c'était la personne qui monte dans la voiture. On n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là. On a compris que le corps pouvait aussi être une... non, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'on n'en est plus là quand tu pratiques régulièrement peut-être la méditation, le mindfulness, mais sinon, en tout cas dans les sociétés européennes ou occidentales, on en est encore vachement là, tu vois, à éduquer le cerveau et pas forcément le corps, ou en tout cas mettre le corps à l'opposé de la tête. Tu vois, enfin, on dit parfois dépose ton cerveau et avance. Ouais, c'est vrai. Enfin, donc
je pense que dans les sociétés occidentales, on n'en est pas encore là. C'est vrai que c'est encore bien ancré, la différence entre esprit et physique, et du fait qu'on le dit souvent dans ce podcast, à quel point on n'a pas la culture du sport, et donc pas la culture de l'entretien, du corps, de la santé, du respect de soi-même. Et même dans le corps, j'inclus aussi dedans, par exemple, la guitare, le piano, l'expression corporelle, le théâtre. Tout ce qui engage. Voilà, tout ce qui engage corporellement, finalement, est pas du tout considéré au même titre que l'apprentissage, les connaissances. Donc, tu vois, et par exemple, quand on parlait il y a quelques épisodes de pédaler en même temps qu'on travaille, tu vois, toi, tu trouvais ça un peu inconcevable. Ouais. Donc, encore une fois, tu vois, tout ça, parce c'est une distanciation. Exactement. Donc, on en est encore très, très loin. Et je vois, moi, là, comme on éduque nos enfants, le sport, c'est le sport, le théâtre, c'est le théâtre, et les apprentissages, c'est les apprentissages. Il n'y a pas du tout de mélange. Ouais. Ah ouais, non, mais encore là. Alors quand j'ai écouté ça, que ça nous renvoyait à un ancien temps, je me disais, ah ouais, c'est dingue à l'époque. Non, mais c'est surtout qu'il y avait pas d'affect dans la description qu'il fait. C'est que voilà, à un moment c'était l'ami, à un moment c'était le frère, et là ce n'est plus qu'un corps. Et je me dis, bon, ok, il y a une distorsion. Mais t'as raison, en fait, dans les faits, on n'en est pas encore. Moi, j'ai beaucoup aimé le rapprochement, en fait, entre le côté animiste, les sociétés un peu holistes, et qui ont perduré peut-être presque jusqu'au Moyen-Âge, finalement, et qu'à un moment, il y a eu cette rupture, finalement, peut-être avec l'invention de l'écriture ou l'éducation, les enfants qui allaient à l'école, je ne sais pas. Mais il y a eu un peu cette rupture à partir de la fin du Moyen-Âge, et je m'en rendais pas compte. Non, c'était hyper intéressant. Et lui, pour le coup, il a replacé les choses avec les différents courants des auteurs. C'était chouette. Mais c'est vrai que finalement, on met du temps à déconstruire et à avancer sur ces terrains-là. Il y a un fait qui est plus actuel, c'est ce qu'on va chercher dans notre rapport à l'image. Notre visage devient une espèce de fausse monnaie qui se diffuse à outrance partout, mais qui à partir de cet instant-là perd une part de sa valeur et prend plutôt une dimension d'indice social. Finalement, on va scruter, beaucoup notamment d'adolescentes vont scruter en permanence leur visage parce que c'est finalement ce qui va leur permettre d'exister, d'être aimé, d'avoir des likes par exemple sur leurs réseaux sociaux, etc., etc. Troublant. C'est quoi qui t'a troublé dans ça ? Ben parce que à la fois on se l'est dit juste avant, on n'avance pas forcément dans le rapport qu'on a à son corps, on n'arrive pas à se l'approprier au même titre que on estime qu'il faut progresser d'un point de vue intellectuel ou culturel. On n'a pas compris qu'il fallait aussi progresser d'un point de vue de la santé par le corps, par le sport, et en même temps, paradoxalement, on est obsédé par l'image que ce même corps va renvoyer, et quelque part on cherche à le travailler d'une certaine manière. Quand il parle des adolescentes qui se structurent pour aller chercher du like, ben c'est troublant parce que à la fois on est dans une société sédentaire qui s'en fout, qui fait pas assez de sport, qui prend pas assez soin de soi, et en même temps on est dans une société où regardez ma gueule, regardez comment elle est, putain j'ai fait que 100 likes alors qu'hier j'en ai fait 200, c'est dû à quoi ? Et ça ne passe que par l'apparence. Donc c'est troublant ce petit paradoxe, je trouve. Entre eux on s'en préoccupe pas et on est obsédé par ça. Je suis d'accord. Après on s'en préoccupe pas. Non, mais dans le sens, on prend pas soin de nous, tu vois. Oui, voilà. Parce que finalement, s'en préoccuper, peut-être s'habiller comme ci, comme ça, ou poser comme ci, comme ça, c'est une façon de s'en préoccuper. Ouais, oui, sauf que c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein. C'est bien joli d'avoir un super mascara ou de mettre de l'eyeliner. Si tu bouffes n'importe quoi, que tu fais pas de sport et que ton corps à l'intérieur, il se dégrade, ton eyeliner, à un moment, il suffira plus. Hein. Mais moi, par contre, c'est un truc que tu viens de dire qui vient de me faire tilt là à l'instant. C'est que tu me dis, finalement, quand on vieillit, on peut progresser intellectuellement, mais en revanche, on met pas du tout en avant le fait de pas progresser physiquement. Et finalement, je me rends compte que moi, j'essaye de continuer à progresser physiquement malgré au fil de mon avancée en âge. Ouais. Et je pense que c'est possible si on s'en donne les moyens, tout comme on peut progresser intellectuellement. On peut devenir un vieux con en se disant que c'était mieux avant et ne pas lire les nouveaux auteurs et ne pas aller regarder les nouvelles versions de ciné ou quoi. On peut aussi finalement rester réac, s'arrêter. Ça s'appelle s'arrêter, ouais. Tout comme on peut s'arrêter physiquement et on peut continuer intellectuellement à s'éduquer, à trouver que c'est aussi très intéressant les nouvelles façons de penser et les nouvelles façons de voir le monde, tout comme on peut continuer à progresser physiquement. Et je pense que c'est un peu un mindset, c'est un état d'esprit de grandir, de continuer en fait à progresser, à se développer et à s'intéresser. Et j'invite tous les gens qui ne l'auraient pas fait et qui nous écoutent là à écouter l'épisode que tu avais fait avec Sébastien Cornette, qui je trouve de ce point de vue-là
martèle bien cette idée de on peut continuer à se challenger et à faire évoluer son corps et à lui faire du bien en le challengeant tout au long de sa vie. Complètement. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à courir. Non. Dites-vous. Et il y a même un livre, donc là, il est traduit d'ailleurs en français, qui s'appelle Older Yet Faster, donc plus vieux et plus rapide, de Keith Bateman et Heidi Jones. Donc c'est 2 Australiens, une podologue et un coach de running qui ont écrit ça. Il est traduit en français. Je vous le conseille vraiment. Il y a un autre aspect que vous avez évoqué et qui m'a étonné et qui t'avait étonné aussi dans son livre, c'est le rapport à la fête. Party. Ouais, exactement. Et il a parlé des fêtes et de la transgression. On voit qu'il y a des formes de fêtes qui sont dans l'excès, entre guillemets, qui sont vraiment la transgression. Et en même temps, c'est vrai que la transgression ajoutait encore à la jubilation. Dans la transgression, quand vous transgressez quelque chose, vous vivez une puissance personnelle. Là où les autres ont l'air de s'écraser ou d'accepter les choses, vous êtes dans la puissance, vous créez de la puissance. Et là, c'était une puissance d'autant plus grande finalement que c'était à nouveau le retour à la sexualité, au contact physique avec l'autre, à la danse, à la musique à plein régime. Voilà, c'était une espèce d'échappée belle, de liberté que rien ne limitait d'une certaine manière. Alors moi, ça m'a parlé de ouf, ça. Ah bon, pourquoi ? Parce que t'es dans la transgression permanente, David. Parce que, alors permanente, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a le rapport à la ligne, la case, dans laquelle la société a tendance par 1000 aspects à nous enfermer et à nous dire, voilà ce qu'on attend de toi, voilà à quel endroit tu es, voilà donc comment tu dois te comporter, comment tu dois te vêtir, comment tu dois te parler, t'adresser au monde. Et putain, moi je trouve que c'est une pression constante dans laquelle on rentre très tôt dans la vie. Et de fait, effectivement, ce carcan-là, moi, c'est un truc que je cherche tout le temps à bousculer. Alors, je pense que franchir la ligne et s'éclater dans les, comment dire, Dans les soirées ? Non, je veux dire au sens de la métaphore, c'est-à-dire la franchir vraiment la ligne et aller loin, c'est pas bon parce que tu tombes dans n'importe quel excès et ça produit rien. En revanche, moi, je sais que j'ai du mal à me départir de l'idée de la mordre tout le temps. Moi, je déteste ne pas la franchir de temps en temps, rester un peu dessus, parce que ça m'oblige à questionner justement la case dans laquelle je suis, ce que je suis en train de construire. Et c'est une erreur, et j'en paye parfois les conséquences. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde franchit les lignes un peu tout le temps, non ? Non, de quelle ligne on parle ? Moi, autour de moi, je trouve qu'on est dans une société hyper normée, hyper sage, hyper docile en fait. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je suis pas d'accord. Ah non, mais... Autour de moi, je vois beaucoup de gens qui brouillent les lignes, qui cherchent à aller ailleurs, différemment, des autres physiques, des autres façons de pratiquer leur sport, des autres façons de gagner leur vie aussi, avec des métiers passion. Je suis pas forcément d'accord. Même sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui... Ouais, mais là, on se parle d'autre chose. Moi, j'étais resté sur la fête, sur la transgression et tout ça. Effectivement, il y a des modèles qui cherchent à être un peu réinventés. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en cause le modèle. Mais la transgression, c'est plutôt quelque chose qui fait que tu passes vers autre chose, vers quelque chose qui n'est pas forcément admis, encore entendu, tu vois. Et c'est quelque chose qui est là juste pour bousculer la transgression. C'est pas, je me remets en cause. La transgression, c'est il y a une ligne, il y a quelque chose qui commence par il faut que. En fait non. Comment est-ce que t'as transgressé hier ? T'as fait quoi ? Donne-nous un exemple. Ah non, mais hier c'est pas un bon exemple parce que je suis allé au lit. Mais je veux dire les comportements déviants, le rapport à l'alcool, il en parlait, le rapport aux drogues, les gens qui se mettent dans des scénarios, les déguisements, les choses. En fait, des gens qui vont se mettre dans une position qui n'est plus celle qu'on attend de quelqu'un, voilà, sans transgression. Et c'est vrai que les excès, de manière générale, permettent de dire ça. Et c'est troublant parce qu'il dit à ce moment-là, vous créez de la puissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à ce moment qui te dit tu fais ce que les autres n'osent pas faire. Et il y a un prof de méditation qui s'appelle Light Watkins, un américain, mais c'est très facile de comprendre ce qu'il dit. Et lui, il le dit souvent, c'est quand tu fais ce que tout le monde te dit de ne pas faire que t'es au bon endroit. Ah oui. En tout cas, moi, ça m'a toujours permis de vérifier. C'est-à-dire que quand tu transgresses et que tu trouves, c'est que tu devais la franchir la ligne. Quand tu transgresses et que tu perds, c'est que tu dois revenir. Et rester entre les deux ne te donne jamais la réponse. Se dire, est-ce que je devrais y aller sans y aller, c'est une perte. Se dire, reste là alors qu'on n'est pas forcément au bon endroit. Donc en gros, t'es en train de dire qu'il faut prendre des risques.
Ouais. Et il y a un proverbe qui dit ça, et je saurais pas bien le retranscrire. C'est un proverbe yiddish ou je sais plus quoi, qui dit que en fait les bateaux ne sont pas faits pour rester au port, même s'ils sont capables et qu'ils sont dans leur élément, dans l'eau. C'est pas fait pour rester au port en bateau. Donc moi je suis toujours dans l'idée de me dire go. Ça va peut-être être la tempête, on n'est peut-être pas sûr de la carte, il y a du brouillard, mais si t'as envie d'aller voir ce qu'il y a dans le brouillard, en tout cas il faut y aller. Parce que vu du port, tu vas nourrir que des regrets, peut-être de ne pas avoir exploré ce truc-là. Mais... C'est beau ce que tu dis, là, ouais, ça mais donne faut, envie, mais il faut oser. En fait, c'est toujours pareil, et moi, je suis à fond dans tu peux te blesser quand même. Hein. C'est ça, et le vrai souci, entre guillemets, aujourd'hui, c'est l'argent. Parce qu'en fait, tout le monde, je pense, a envie de larguer les amarres, de se barrer, d'aller vivre, je sais pas où, au bord de la mer, dans une petite bicoque et tout ça. Mais au final, le vrai souci, entre guillemets, c'est quelles vont être les conditions financières à ce grand départ. Après, c'est un état d'esprit. On a tous peur un peu, tu vois, de pas avoir d'argent, de pas pouvoir payer les études des enfants, de pas pouvoir vraiment bien subvenir à nos besoins, de perdre énormément financièrement quand t'es dans une espèce de confort et d'une vie, oui, quand même, qui est confortable. Donc, je pense que le vrai souci, c'est ça. C'est tout le monde a un peu peur pour l'argent. il faut le dire, en fait. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est marrant aussi de voir comment toi, comment tu t'empares de ce truc-là et comment moi, je m'en empare. C'est-à-dire que moi, je te parle d'un état d'esprit et toi, tu le transcris tout de suite en projet. Moi, tu vois, je trouve que j'aurais beaucoup plus de mal à me dire, allez, je plaque tout et je vais faire des huîtres, je sais pas où, ou cultiver ou faire de la céramique, machin. Moi, je parle d'un état d'esprit quotidien. Tu vois, et pour moi, la transgression, là où elle pose question, c'est quand elle commence à faire partie de ton quotidien et que tu te dis, mais c'est quoi en fait? Ce soir, je rentre pas. Parce qu'il fait bon, parce que je suis avec des gens cool, et puis parce que ouais, en fait, on va boire toute la nuit, ça va être super. Parce qu'en fait, je l'ai jamais fait et peut-être que dans 10 jours, je vais mourir. Alors que on te dit, mais enfin, tu rentres pas chez toi, mais tout le monde rentre chez soi. Bah non, ce soir, je rentre pas. Moi, la transgression est là. Et elle est dure à dealer au quotidien. Faut avoir un conjoint compréhensif. Extrêmement. Mais même les plus compréhensifs, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ouais. C'est hyper intéressant. La transgression quotidienne ou bien le grand départ. Ouais, parce que le grand départ, c'est un truc qui se construit. La transgression, en termes d'état d'esprit, c'est un truc avec lequel il faut dealer. Et ça, c'est dur. Il en va de même où il parle de l'oubli. Il dit par exemple les comportements à excès, puisque c'est souvent rattaché au fait. Il le dit notamment sur les adolescents et c'était important. Il disait par exemple boire pour ne plus exister. Et tu vois, c'est là où il dit on s'abandonne pour plus assumer ses responsabilités, pour s'assommer, Et ça, c'est un truc qui est avéré et visible aujourd'hui et qui me parle aussi de la même manière. Disparaître. Ouais. Ça en dit long sur tout ce qu'on doit gérer en termes qu'on retrouve aussi dans le sport, hein, finalement. Tu vois, les retraites de yoga ou... oui, mais t'es en conscience, là, quand même. Ouais, mais malgré tout, c'est quand même disparaître plus ou moins, tu vois, d'un peu toutes tes responsabilités. Enfin, oui, tu t'extrais. Tu t'extrais. Mais là, tu vois, ça fait une pause. Quand il parle de où il est choqué, lui, tu sens qu'il est choqué quand il dit quand il y a une fête à la fac, désormais, avant la fête, on installe des lits parce qu'on sait qu'il va y avoir des comas éthyliques. C'est-à-dire qu'il y a Ça a toujours existé, ça, non? Je sais pas, il me semble que c'est un peu plus admis et un peu plus banalisé aujourd'hui, quoi. Je pense que ça a toujours existé. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que aussi. dans certains pays, il y a carrément des lois drastiques sur l'alcool, comme en Finlande, comme en Irlande, où on n'a pas le droit de consommer d'alcool après certaines heures et tout ça, parce que les États se rendaient compte que les citoyens étaient complètement ravagés par l'alcool et pouvaient plus rien faire. Donc, je pense que ça a toujours existé, ce besoin un peu d'échapper. Et c'est la psychologie des êtres humains aussi. Ouais, mais là, il y a ce truc et il l'exprime très bien, de se dire, en fait, je veux abandonner toute cette pression, je veux m'abandonner moi-même, je veux que, en fait, je veux ne plus vivre. Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'on a l'impression qu'il décrit un suicide éphémère. Et qu'il décrit un truc en fait, pendant 4 heures, je ne veux plus vivre ma vie. Et moi, ça me parle vachement, parce que je sais qu'il m'arrive très régulièrement, à la fin d'une journée, parce qu'elle a été dense, psychologiquement, physiquement, machin truc, de me dire, ok, en fait, je vais aller dans ce bar, et quand je vais sortir de ce bar, je serai plus capable de me dire qu'il y a un fil à suivre et tout ça, et ce sera très bien. C'est pour ça que j'ai arrêté de boire. Ouais. Mais ça, c'est terrible. Hein. C'est un vrai truc. Tu te dis, en fait, là, tu utilises une béquille qui est nocive à tous les niveaux. Ouais, changer tes émotions.
c'est hyper nocif pour les éteindre, en fait. Pour les éteindre. C'est comme les gens qui prennent des cachetons ou des trucs comme ça. C'est un peu le même principe, en fait. Grosse flip, ça, d'arriver à gérer ça. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Pour moi, c'est vraiment arrivé avec le temps, la sagesse, beaucoup la méditation, l'arrêt de l'alcool et l'utilisation du sport comme progression mentale. Mais ça, c'est hyper bien d'en parler comme ça, tu vois, parce que moi, qui n'ai pas encore... J'ai acheté mes baskets. T'as acheté tes baskets, t'as ta carte de salle de sport. Ouais, c'est ça. Mais bon, je vais y aller, là. Mais ça fait quand même 1 mois que t'es inscrit. Certes, mais là, j'avance. Néanmoins, le seul truc que j'ai trouvé encore aujourd'hui, c'est de me dire, je vais boire de la bière le soir parce que ça va m'éteindre et je vais couper le fil des pensées. Et ce que tu dis est important, c'est qu'en fait, il y a d'autres, pour les avoir testés, la méditation est un truc hyper efficace, justement, pour apprendre à dealer au cours d'une journée tout ce dont on va devoir, ce qu'on va devoir assumer, ce à quoi on va devoir faire face. Et c'est vrai que des séances de méditation matinales, quotidiennes, pas forcément matinale. Moi, par exemple, je ne suis pas du matin. Donc, le matin, vraiment, c'est pas du tout un bon moment pour moi pour méditer. Moi, je médite beaucoup le soir. Ah ouais? Ouais, je médite beaucoup le soir, avant d'aller me coucher, en promenant le chien. En fait, la promenade du chien du soir, pour moi, c'est mon moment de méditation. Donc, j'écoute les méditations en faisant ma marche, très simple. C'est un très bon moment pour moi. Donc, pas forcément le soir, ça peut être aussi à midi ou dans les transports en commun, on peut méditer n'importe quand, en fait. Il n'y a pas forcément de meilleur moment. Ouais. Moi, je le faisais le matin parce que je me disais, ok, ça m'armait pour la journée, tu vois. Mais chacun va y trouver et se le projette différemment, quoi. En tout cas, c'est important de dire qu'il y a d'autres armes que celles de l'oubli pour essayer de survivre, en fait. Mais pour ça, en dit long sur la pression. Vraiment, de tout ce que j'ai vu, le yoga bien fait, c'est-à-dire pas le yoga sport, faites ci, faites ça, mais un yoga plus mindfulness, la méditation et l'utilisation du sport intense en endurance. Pour moi, ça a été vraiment trois façons de retrouver un équilibre. Ouais, vraiment d'utiliser le corps comme moyen de bien s'en sortir quotidiennement avec toute cette pression. Et j'en ai vécu pas mal depuis presque 1 an là. Non mais merci de préciser ça parce que je trouve que c'est très utile ce genre de partage d'expérience. On s'est parlé d'injonction, on s'est parlé de physique, on s'est parlé de miroir, on s'est parlé d'injonction, on s'est parlé de physique, on s'est parlé de miroir. Phrase de fin. Tolérance. Pour moi, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut le rappeler inlassablement dans des sociétés, justement, qui deviennent souvent très intolérantes. Mais il faut se rappeler que tout est là, devant nous. Et... Lui, là, il arrive avec une phrase, d'ailleurs, que t'as relevée en disant, elle est super cette phrase. Ben, en fait, oui, on l'entend partout et elle peut paraître un peu niaise et tout, mais il faut tout pour faire un monde. Et si on part de ça, si on partait de ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes. C'est vrai que... Mais c'est tout bête, hein. Mais oui, non, mais je pense qu'on a tendance à oublier que le monde est tellement vaste, qu'il y en a pour tous les goûts, et que si à un moment donné, dans un projet dans lequel vous êtes, ça ne fonctionne pas ou fonctionne plus, c'est pas grave, parce qu'en fait, dans un autre projet personnel ou professionnel, ça pourra marcher. Il y a des multitudes de façons de vivre, comme ci, comme ça. Donc, il faut vraiment sortir un peu de son état d'esprit parfois un peu rétréci parce que nos voisins, nos amis fonctionnent comme ça, mais à un moment donné, on peut s'extraire et il y a d'autres façons de vivre. C'est très vaste. Les projets professionnels fonctionnent partout et c'est aussi ça le côté j'ai peur, machin. Finalement, en fait, il faut pas avoir peur parce que dès lors qu'on a envie de travailler ou de partager sa passion ou d'aller dans un endroit, ça va fonctionner en fait. Il y a plein de façons de vivre. Et d'être. Parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans leur manière d'être. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que ce David Le Breton, c'est un anthropologue, c'est un sociologue, il a écrit 40 bouquins. Et à la fin, il te sort une phrase qui sort d'Arnold et Willy, quoi. Il faut tout pour faire un monde. Et tu dis, attends, 40 ans... Personne dans le monde ne choisit sa couleur. Excellente référence. Merci, David. Mais tu te dis, 40 ans de trucs, 40 bouquins, machin truc, pour dire ça, est-ce que tu te fous pas un peu de notre gueule? Et en même temps, il a complètement... Simple, mais difficile. Mais non, mais oui, bien sûr. Et puis ça dit plein de trucs. Effectivement, comme tu le dis, ça veut dire on peut se réinventer, on peut se trouver, on peut se tromper. Finalement, on trouvera toujours une place. Il y a toujours de la place. Et ce que tu dis aussi très important, c'est ne jamais oublier d'arrêter de lire les choses en fonction de notre propre grille de lecture, en fonction de notre propre référence, parce qu'en fait, on tourne beaucoup autour de nous-mêmes. Et comme tu le dis, autour de nos 3 potes, de notre mère, de notre culture, de ce que nous a transmis nos parents. Et voilà. Et c'est un peu notre système de valeurs.
waouh, prenons du recul, essayons de sortir de là. Et cette phrase, si niaise soit-il, ben ça reste quand même une clé. Et se dire qu'un mec comme ça, aussi érudit, nous donne ça comme presque morale de l'histoire, bah, ça fait réfléchir. Ouais, l'ambivalence, il y a tout et son contraire, il faut de tout pour faire un monde, tout existe, le monde est vaste. C'est vrai que c'est des phrases un peu toutes bêtes, mais au final qui fonctionnent toujours et qu'il faut pas oublier en fait. Il y a pas une façon de vivre, il y a pas une façon de gagner sa vie, il y a pas une façon d'éduquer ses enfants. Tout existe. Et c'est vrai que même souvent au fil de nos entretiens, on s'en rend compte, les personnes nous disent voilà, enfin, il y a plein de façons de faire, il n'y a pas forcément une mieux qu'une autre. Et je trouvais qu'Agathe Le Caron le disait aussi très bien dans l'émission, enfin avec son émission Les Maternelles, pareil dans l'éducation des enfants. Il y a autant d'experts que de façons d'éduquer ses enfants. Tout marche, rien ne marche, beaucoup de choses fonctionnent. Et récemment, moi j'ai écouté dans un podcast sur le trail, un podcast américain. C'était un entraîneur de mental pour les trailers qui dit finalement personne n'a la clé, mais toutes les personnes autour de toi ont des petits bouts de puzzle qui vont être ta clé à toi. Ouais. Et je trouve ça pas mal finalement, s'imprégner de plein de petits trucs et faire en fonction de soi. Et ça veut dire que pour ça, il faut observer avec l'esprit ouvert et se dire aussi, bah si je me trompe, c'est pas grave, ça fait partie du chemin, ça continue, il y a pas de mode d'emploi, ça se saurait quoi. Et c'est hyper positif en fait ce message. Exactement. Il faut tout pour faire un monde, tout marche. Trop bien. Merci à vous d'avoir écouté ce débrief qui était placé sous le signe du positif et de l'optimisme. Ça nous a fait du bien. J'espère que vous sortez de cette écoute avec un enthousiasme débordant, une envie de refaire le monde et avec confiance en vous puisque tout marche au final et qu'il faut tout pour faire un monde. Merci David d'avoir produit ce podcast, réalisé. Merci à vous pour votre écoute, toujours aussi enthousiaste. Donnez-nous des pouces, donnez-nous des étoiles. Des super commentaires sur votre appli d'écoute de podcast préféré. Très bientôt, d'autres interviews hyper enthousiasmantes, donc continuez de nous écouter et à bientôt, salut! Salut!